Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous, une fois de plus, de Parlons de médecine. Un rendez-vous qui est le premier d'une courte série de 2 et qui est consacré au livre que Jacques Attali vient de faire éditer chez Grasset, un livre qui s'appelle L'ordre cannibale et qui parle de la médecine, de son histoire passée et de son futur. Un livre essentiel qu'il faut avoir lu, un livre qui est facile à lire, quoi qu'on ait pu en dire aussi ou là, un livre qui est passionnant. Alors, venons-en tout de suite au cœur du problème. Jacques Attali, bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez donc d'écrire un livre sur la médecine, vous avez écrit un livre sur la musique, que beaucoup connaissent, qui s'appelle Bruit. Vous avez écrit de nombreux articles et beaucoup de livres sur l'économie, puisque vous êtes un des conseillers de François Mitterrand et un économiste réputé et écouté. Pourquoi la médecine brutalement? Est-ce que vous êtes un touche-à-tout, Jacques Attali? Non, j'essaye à travers mes différents livres d'étudier la société industrielle. Il se trouve que la médecine est aujourd'hui au cœur de la crise économique et en train de devenir une activité industrielle. Donc il était normal qu'un économiste un jour finisse par s'intéresser à la médecine et essayer de comprendre en quoi, comment et pourquoi elle risque de devenir une activité industrielle comme les autres, avec les dangers que ça représente et les types d'évolution que ça peut exprimer. Et tout naturellement, pour le comprendre, il fallait aussi comprendre l'histoire et le passé de la médecine. Alors, vous avez vu ça, mais c'est difficile à croire parce que vous n'êtes pas un homme froid, Jacques Attali. Vous avez vu ça uniquement en technicien préoccupé de problèmes économiques. La médecine ne vous fascine pas un petit peu? Non, la médecine, évidemment, est quelque chose qui est absolument fascinant en soi, parce que c'est le rapport que chacun d'entre nous a avec la vie et la mort. Ensuite, peut-être aussi dû au fait que quand j'étais un enfant, la médecine était l'ambition que j'avais pour mon métier, puis j'ai changé de goût vers 15 ou 16 ans. Mais surtout parce que j'ai essentiellement le sentiment que la crise économique et culturelle dans laquelle on est a un enjeu majeur qui est quel rapport on va avoir dans l'avenir avec la maladie, avec la vie et avec la mort. Alors il est évident qu'il est hors de question de traiter ça sans être passionné, et j'ai été de plus en plus passionné en étudiant ce sujet. Mais écoutez, je peux vous dire que dans votre livre, ça se sent que vous êtes passionné. Alors, donc, venons-en à ce livre et venons-en à l'analyse que vous faites de la médecine. Alors vous faites quelque chose qui surprend de prime abord. Vous dites, finalement, le premier acte médical, si l'on peut dire, vous allez redresser de vous-même, c'est le cannibalisme. C'est-à-dire que le cannibalisme, qui nous apparaît comme quelque chose de répugnant, appartenant à des peuplades primitifs, est finalement un acte rituel qui a pour but d'éloigner le mal. C'est ça? Oui, ce qui est très frappant, c'est que quand on regarde les travaux des anthropologues ou la source des récits des peuplades primitives ou des mythes, on se rend compte qu'il y a une vérité qui a toujours été censurée, à savoir que l'homme, dans le fond de son histoire, était un cannibale. C'est-à-dire qu'il mangeait l'autre mort ou qu'il tuait l'autre pour le manger, et qu'il le faisait pour des raisons thérapeutiques très précises, qui étaient que manger le cadavre d'un mort, c'était une façon de détruire le support que les âmes des morts pouvaient avoir et qui venait ainsi propager les maladies. Donc le cannibalisme est quelque chose de très fréquent, de très banal, de très quotidien pendant des millénaires, beaucoup plus long que toute l'histoire brève dont les hommes se souviennent. Alors ça, je peux dire que ce n'est pas une idée que Jacques Attali a inventée comme ça pour être farfelu. On retrouve effectivement dans les travaux des grands anthropologues comme Robert Ardrey, par exemple, cette notion qui apparaît comme une évidence. Donc, je crois que c'est important à dire au moment où on parle du fondement de votre ouvrage, ce n'est pas fondé sur une idée un peu parisienne, un peu amusante, c'est une idée acceptée par les plus grands scientifiques. Alors, un jour, le cannibalisme, je ne dirais pas qu'il dégoûte un peu les hommes, mais c'est à peu près ça. Pourquoi? Oui, il faut faire des hypothèses là-dessus, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Il m'a semblé, à regarder l'histoire des mythes et l'histoire des hommes, que le cannibalisme commençait à devenir dangereux à un certain moment, pour une raison très simple, c'est que si vous mangez les morts pour guérir, vous finissez par avoir envie de tuer pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et donc le cannibalisme, qui est guérisseur, devient source de violence et devient menaçant. Ce qui est un moyen de conjurer la menace devient menaçant. Donc il a fallu le mettre en ordre, le ritualiser. Et la meilleure façon de le ritualiser, c'est de dire, eh bien, il y a certaines personnes qu'on pourra tuer pour manger, seulement certaines, et puis le reste, on ne le mangera pas. Alors quand on regarde l'histoire des sociétés, l'histoire des mythes, on se rend compte que pour guérir, on a commencé par interdire de tuer pour manger les membres de sa propre famille, puis d'interdire de tuer pour manger tout le monde, sauf des personnes qui étaient chargées de cette fonction-là. Le bouc émissaire, qui était en général un homme. Et on trouve ça très tard. Il ne faut pas oublier que jusqu'au XVe siècle, on a des récits très précis, on sacrifiait aux dieux et on donnait à manger au peuple dans certains pays, comme par exemple en Amérique du Sud et en Amérique latine, jusqu'à 100 000 personnes en une semaine.
qui étaient tués sur les marches des temples et donnés à manger pour guérir, pour prévenir des maladies et des différents fléaux qui pouvaient investir jusqu'au XVe siècle. Oui, c'est ça. Quand on visite effectivement au Mexique les pyramides de Teotihuacan, on voit très bien l'endroit où l'on sacrifiait la victime et puis les pierres qui sont sur la pyramide, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, et on jetait les cadavres pour qu'ils se fracassent et ils arrivaient en bas, pas prêts à être consommés, mais quand même très abîmés pour être plus faciles à découper. Donc finalement, le cannibalisme disparaît, il est enfoui dans les consciences de chacun, mais il persiste. Moi, je veux donner un exemple à l'appui de votre thèse. C'est le livre fameux qui s'est appelé Les Survivants, qui a été l'objet d'un film, et qui racontait cette histoire de l'avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes, où les survivants ont mangé les cadavres des morts pour survivre, et ça a eu un tel retentissement que ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore au fond de chacun d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si Catherine Dolto, qui interviendra tout à l'heure, et si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement, de la chair humaine. Alors donc, tout naturellement, puisqu'on sacrifie aux dieux des boucs émissaires, le prêtre devient le premier maître. C'est ça. C'est-à-dire que les dieux eux-mêmes, dans un premier temps, sont cannibales. Ils se mangent entre eux. C'est frappant de voir que dans l'histoire des mythologies de la plupart des pays, les dieux se mangent entre eux. Alors là, je vais en profiter pour remontrer à la caméra votre livre, et on voit comme illustration le magnifique tableau de Goya, qui est Cronos dévorant ses enfants. Et Cronos n'a pas dévoré Zeus, parce qu'on a remplacé Zeus par une pierre emmaillotée, et que Zeus est allé se faire élevé en Crète par les nymphes, mais c'est le mythe originel popularisé ici par Goya. Donc, alors c'est ça qui est très important, c'est que Zeus est le premier dieu qui cesse d'être cannibale. À partir de là, c'est là où la civilisation grecque joue un rôle très important. Il échappe à son père, il remplace son père au sommet des dieux, et il devient un dieu non cannibale. Bon. Et après, le cannibalisme devient quelque chose de très dégoûtant. Entre les dieux, on n'aime plus ça du tout. Et à ce moment-là, tout naturellement, on continue à faire des sacrifices, mais on ne mange plus. Les sacrifices sont purement une sorte de souvenir du cannibalisme. On tue, mais on ne mange plus. Alors, tout naturellement, ce sont les prêtres qui communiquent avec les dieux qui deviennent les premiers guérisseurs, mais qui appliquent exactement la même stratégie que la stratégie du cannibalisme. Ils disent, le mal, c'est les fautes que vous avez commises à l'égard des dieux, ils le dénoncent, et ils tentent d'éliminer le mal, de le séparer du bien, en organisant ces grands sacrifices émissaires. Ah, ça couvre quelle partie de l'histoire de la France? Alors, en France, disons, ça va jusqu'au XIe siècle. Disons, en histoire je n'ai pas seulement traité l'histoire de la France, mais l'histoire aussi large que possible. Disons, dans la société occidentale, ça va jusqu'au X-XIe siècle. Ce qui est frappant de voir, c'est que même dans la religion chrétienne, on oublie de dire que l'Eucharistie est typiquement un comportement de cannibalisme thérapeute. Oui, manger le corps du Christ pour guérir. Oui, cela sans rien d'iconoclaste. Alors, on pourrait peut-être voir maintenant les deux diapositives que nous avons préparées sur, voilà, Saint Côme et Saint Damien guérissant Justinien. C'est les prêtres. C'est très très frappant de voir qu'il y avait des dieux latins, et avant des dieux grecs, qui étaient guérisseurs de certaines maladies. Et l'arrivée du christianisme n'a pas été autre chose qu'une traduction dans le langage des saints des fonctions que les dieux existaient. Enfin, il y a des traductions extrêmement précises. Il y a des dieux qui étaient chargés de certaines maladies. On a remplacé leur nom par le nom de certains saints. Par exemple, Saint Sébastien pour la peste, Saint Côme pour l'ensemble des fonctions que le chirurgien pouvait remplir, etc. Mais alors, les pouvoirs de ces religieux étaient limités. Si l'on regarde le document suivant, on va voir que finalement, ces braves religieuses ont, devant la maladie, un air de résignation. Donc, quels étaient les pouvoirs des prêtres? Disons qu'essentiellement, ils devaient consoler à l'égard de la mort. Ils annonçaient qu'on allait vers un monde meilleur, que tout allait bien se passer après, mais ils n'avaient pas véritablement le pouvoir de guérir. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que l'Église a tout de suite tout fait pour empêcher les prêtres de s'occuper vraiment du corps lui-même. D'abord parce que ça faisait que les prêtres commençaient à avoir un comportement un peu plus sceptique à l'égard du dogme. Ensuite qu'ils sortaient des couvents et qu'ils allaient guérir. Et donc, il y a eu, je raconte en détail ça dans le livre, 7 ou 8 conciles qui ont tenté avec beaucoup de force de s'opposer au fait que les prêtres puissent guérir. Et d'autant plus que c'était très dangereux pour l'Église, parce que comme les prêtres n'avaient véritablement pas beaucoup de pouvoir efficace, on pouvait remettre en cause l'existence même de l'Église devant cette perte de crédibilité du guérisseur. Donc les prêtres surtout consoler et en même temps cultiver un peu le savoir grec, essentiellement celui d'Hippocrate, et le savoir romain, celui de Galien, dans le secret des couvents, jusqu'au XI-XIIe siècle. Hippocrate et Galien qui ont été pour la médecine les deux piliers, et jusqu'à une période très récente, on disait Hippocrate dit que, mais Galien dit que, et on n'allait pas plus loin. Alors, tout d'un coup, quand même, au XIe siècle, avant ce qu'on appelle de nos jours la révolution médicale de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, tout d'un coup, les prêtres perdent de leur pouvoir. Et vous dites, et vous me l'avez appris, parce que je ne savais pas ça avant, si les prêtres perdent leur pouvoir, c'est parce que surviennent les épidémies.
Oui, ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire de la médecine traditionnelle, quand elle est racontée, c'est qu'on dit qu'il y avait des médecins partout, il y a toujours eu des médecins, mais on admet quand même qu'il y a eu des prêtres. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on regarde la réalité avec les textes, c'est qu'il y a d'un côté les prêtres, de l'autre les médecins, mais entre les deux, il y a une période très importante où le guérisseur n'est ni le prêtre, ni le médecin, mais le policier. Le policier. Et ça date des grandes épidémies. Des grandes épidémies à un moment précis, n'est-ce pas? Au IXe siècle, les esclaves sont libérés complètement des systèmes d'enfermement. Et ils se baladent dans les rues. En même temps, les villes deviennent plus grandes, on commence à circuler, il y a des croisés, il y a des commerçants. Donc il y a des épidémies qui commencent à proliférer. La lèpre, la peste, le choléra, le typhus, la variole. Et face à ces épidémies, eh bien, les hommes inventent une stratégie nouvelle d'une très grande sagesse, aussi sage, disons, que le cannibalisme lui-même, et qui reproduit les mêmes comportements que les comportements cannibales. Dénoncer le mal, le détruire. Seulement, au lieu de manger les corps des hommes pour éviter le mal, eh bien, c'est la société qui, dans son ensemble, va manger le nouveau mal, qui n'est plus les cadavres, qui sont ceux qu'on désigne comme porteurs du mal, c'est les pauvres. Pauvres et malades. Ah oui, alors ça, je dois dire que dans votre livre, la notion des pauvres est une chose qui est remarquablement faite, et tout d'un coup, on découvre ce que c'est que les pauvres ou les mendiants, et cette notion d'un groupe dont on n'a plus aucunement conscience aujourd'hui, car le même mot recouvre une réalité complètement différente. Tout à fait différente. On peut voir d'ailleurs, pendant que vous parlez, 2 ou 3 diapositives sur les épidémies. Je vous rends la parole. Oui, ce qui est très frappant, c'est que à partir du Xe, XIe siècle, bon, la lèpre commence à s'installer, puis la peste, qui est un ravage beaucoup plus important que la bombe atomique, elle n'a jamais été, n'est-ce pas? Elle a détruit en 2 ans le tiers de l'Europe Voilà, au milieu du XIVe siècle. Peste que vous voulez peut-être commenter. Oui, ça c'est une photo, enfin, d'une peinture extrêmement intéressante, parce que c'est une épidémie qui a eu lieu en Pologne, à la frontière de l'Allemagne et de la Pologne, où il y a eu un pogrom qui a suivi, où on a cherché les causes. Comme on ne pouvait plus trouver de cause divine, la cause c'était les Juifs. C'était commode, oui. Ça s'est toujours fait, et ça continue à se faire dans certains cas. Oui, c'est ça. Ce qui est frappant d'ailleurs dans cette histoire, ce qui est assez tragique, c'est que les Juifs ont été considérés, avec les lépreux, comme les premiers responsables, avant les pauvres, de la peste. Et ils ont été considérés essentiellement en France, en Allemagne, en Italie. Et la frontière de la Pologne, où se situe cette diapositive, est la limite. Et ils sont partis au XIVe siècle de cette région pour aller en Pologne, parce que c'était le seul endroit où on ne les considérait pas véritablement. Oui. Et puis, 3 siècles après, c'est là qu'ils ont été retrouvés par une autre peste, une peste brune. Le nazisme. Voilà. Voilà encore un autre document, ça, c'est les pestiférés de Jaffa. Les pestiférés de Jaffa, beaucoup plus tard, c'est au début du XIXe siècle, et qui montre la permanence de cette maladie et de cette épidémie qu'on ne savait pas guérir. Mais on avait une stratégie très efficace, on séparait les pauvres, non pas pour les guérir, car on ne cherchait pas à guérir, mais pour les détruire, pour les empêcher de nuire. On les séparait dans la quarantaine, dans les hôpitaux. On appelle hôpitaux, et c'est ça qui est frappant, c'est des hôpitaux, il n'y a pas de médecin. C'est ça. Il y a uniquement une maison d'enfermement. Des prisons pour malades. Des prisons pour malades, malades ou pauvres, parce que tout pauvre est malade et tout malade est pauvre. Ouais, c'est la même chose. Oui, ça c'est très Le concept est identique. Oui, oui. Donc on ne lutte pas contre la pauvreté, ni contre la maladie, mais contre les pauvres et malades, qui sont ce qu'il faut manger pour maintenir l'ordre. C'est ça. On les met hors les murs. Voilà. Et ce qui est très frappant, c'est quand on regarde l'histoire de la société entre le XIe et le XVIIIe siècle, alors qu'on est habitué, quand on regarde les livres d'histoire de France ou d'histoire de l'Angleterre, à voir la succession des rois et des grandes magnificences, on s'aperçoit qu'il y a derrière toute une autre histoire de France ou d'Angleterre, qui est l'histoire de la lutte contre les pauvres, qui est la vraie histoire. C'est que le pouvoir royal se constitue contre les pauvres, pour maintenir l'ordre dans la société. Mais les pauvres, c'est pas rien, c'est un tiers de la société. Il faut bien se rendre compte que dans Paris, il y a 300 000 personnes qui se baladent, qui détruisent tout, qui cachent tout, qui prolifèrent, qui véhiculent des maladies et tout, et qu'on essaye d'enfermer. Alors on ne réussit pas tout à fait. Il y a des razzias. C'est ce que vous racontez. Il y a les rafles, on ramasse les pauvres, mais finalement on n'en ramasse qu'une petite partie. Fraction. On a l'impression que c'est une très grande injustice. On ramasse un certain nombre, et il y en a qui veulent se faire ramasser parce qu'ils sont tellement pauvres que la punition, les châtiments qu'on leur inflige, mais le peu de nourriture qu'on leur donne, finalement, c'est mieux que... C'est ça qui est fascinant. D'ailleurs, on trouve cette permanence qu'on retrouve dans la médecine moderne, de la fascination pour le mal. N'est-ce pas? Comme il y avait à la fin de la période religieuse des gens qui voulaient se faire sacrifier, qui allaient au sacrifice pour guérir dans l'éternité, comme les flagellants par exemple, qui se flagellaient en Allemagne, qui organisaient des grandes cérémonies de suicide à coups de fouet. De même, il y a des gens qui ont été dans les léproseries volontairement, parce qu'on était mieux dans les léproseries que dehors, on pouvait au moins échapper à la famine. Et souvent, on ne risquait pas la lèpre, parce qu'on mettait n'importe qui dans les léproseries. Il y avait souvent des léproseries sans lépreux du tout, parce qu'on ne savait pas reconnaître un véritable lépreux. Il y a un moment, il me semble bien, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a des petits passe-droits vers la fin des léproseries pour se faire Absolument. On payait pour avoir le droit d'entrer dans les léproseries. Oui. Bon. Et de même, dans les hôpitaux généraux de Louis
XIV, qui commence avec Louis XIII et Louis XIV, il y a des tas de gens qui étaient tellement malheureux ailleurs qu'ils préféraient venir dans les hôpitaux généraux, qui étaient en fait exactement des camps de concentration. Exactement le même comportement. On faisait travailler jusqu'à la mort dans des conditions absolument terribles. Mais il y avait toute une sorte d'accommodement avec le ciel. Il y en avait qui étaient mieux, on pouvait s'arranger. Il y avait une corruption généralisée qui disait qu'on arrive peut-être mieux à vivre là que dans les cours des miracles où on mourait très vite. Alors un jour, cet état change et à la place du policier apparaît cette fois vraiment le médecin. Alors là aussi, quelques images pour nous montrer cela. Le médecin survient pourquoi? Parce que les épidémies s'éteignent. Les épidémies commencent à disparaître et surtout se produit une invention, enfin une révolution absolument fondamentale, disons deux fondamentales. D'abord, on commence à concevoir la machine, à l'inventer et à concevoir le corps de l'homme comme une machine. Voilà. On voit alors bien ici, d'ailleurs. Si vous voulez, je crois que cette diapositive illustre bien. On coupe la jambe d'un monsieur et vous avez des pièces détachées. On dirait tout à fait un sketch de Pierre Dac dans lequel une dame amène son mari en disant écoutez, je vous demande pas de me le remettre à neuf, mais au moins qu'il me fasse l'hiver. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Oui, on commence à penser l'homme un peu comme une machine, et donc, parce que la machine existe dans la société industrielle. Puis il y a une autre invention qui est absolument fondamentale, dont on n'a pas, à mon avis, assez relevé l'importance, dans l'apparition de la société industrielle, disons, capitaliste, c'est l'inoculation. On se rend compte, sur une maladie épidémique énorme, la variole, qui est vraiment, au XVIIIe siècle, celle qui tue la moitié de l'Europe pendant le siècle, qu'il est possible de guérir la variole, non pas en enfermant les gens, parce que là on ne peut plus rien, mais que chaque personne peut être guérie individuellement en inoculant le mal. Alors je crois, si vous voulez, que cette diapositive aussi illustre ce que vous disiez, en ce sens qu'on voit le baron Dupuytren, natif de Pierre-Buffière en Haute-Vienne, qui visite ces malades à l'Hôtel-Dieu, et qui, si vous voulez, cette fois-ci, le médecin entre en contact avec le malade, et c'est une révolution. Le médecin rentre à partir de ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, dans la société industrielle. C'est-à-dire que chaque homme commence à avoir le souci d'être guéri lui-même, individuellement, d'autant plus que la société en a besoin, parce que jusqu'à alors, l'homme n'était pas important dans la production économique. La production était extrêmement agricole, il y avait trop d'hommes, il fallait trop d'hommes à nourrir. Tandis que là, chaque homme devient une machine qu'il faut réparer. Comme on doit réparer la machine, il faut réparer l'homme pour le maintenir dans la capacité de travailler. Donc le médecin devient très utile à la société. Et en même temps qu'il devient très utile, toute l'accumulation du savoir antérieur qui date depuis l'Antiquité grecque sur la dissection et sur la circulation sanguine qui commence à être acceptée, eh bien, commence à donner quelques petits outils aux médecins. Et en même temps, il y a eu un événement aussi fondamental dont on ne dit pas assez l'importance, qui sont les guerres napoléoniennes. Les guerres napoléoniennes en France, en Angleterre, en Suède, en Allemagne, partout, ont fait qu'on avait besoin d'énormément de gens pour guérir, ou en tout cas pour aider les armées à tenir. C'était les chirurgiens. Mais quand les guerres sont arrêtées, il a bien fallu en faire quelque chose de ces gens-là. Ils sont repartis dans les provinces et ils ont commencé à jouer leur rôle de guérisseurs. Alors, c'est là que la médecine commence. Donc la médecine commence. Passons sur toutes les découvertes qui aident le médecin, mais est-ce qu'à votre sens, le médecin a été un personnage utile pour la santé? Fondamental. Il a été, disons que... Je vous fais dire ça parce qu'on vous fait le procès, mais vous savez, ça, ce sont des choses que je connais parfaitement bien, de dire on veut tuer tous les médecins, sauf le dernier, on va s'amuser avec lui comme le chat avec la souris. Vous n'avez jamais dit ça, alors dites-le. Non, mais bien sûr, mais ce genre de critiques sont faites par des gens qui ne lisent pas les livres avant d'en parler et qui surtout font très très attention à ne situer qu'en fonction de leurs propres fantasmes, leurs opinions, et non pas en regardant les choses telles qu'elles sont dites. Ce que j'essaie de montrer, c'est que le médecin n'était pas le premier des guérisseurs, mais qu'il joue un rôle très important à partir du XIXe siècle. Mais il joue un rôle important, d'ailleurs c'est très intéressant, d'abord comme dénonciateur des maladies. Ce qui est fantastique, c'est que tout au long du XIXe siècle, le médecin ne guérit pas parce qu'il est capable d'apporter des médicaments particuliers, il ne les a pas encore à sa portée. Mais il guérit parce qu'il dit la ville n'est pas propre, il faut installer des réseaux d'égouts. Si on lit le Capital de Karl Marx, par exemple, on se rend compte que le Capital de Karl Marx est pratiquement entièrement écrit par une succession de rapports de médecins qui dénoncent la pauvreté, non plus les pauvres, mais la pauvreté. C'est ça. Non plus les malades, mais la maladie. C'est-à-dire que ce que vous appelez séparer, il faut séparer à l'intérieur de chaque individu. Voilà. Ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, et ne plus séparer un groupe d'individus mauvais du groupe. C'est ça la révolution médicale fondamentale. C'est ça que le médecin apporte à la société. C'est en cela d'ailleurs qu'il est très ambigu, parce qu'il dénonce une société qui entasse les gens, qui fait que l'espérance de vie au milieu du XIXe siècle est de 40 ans à peu près pour les bourgeois, mais de 3 ans et demi pour les tisserands et les forgerans, 3 ans et demi d'espérance de vie. Il dénonce ça, donc il est à l'appui, disons, de ceux qui veulent changer la société, mais en même temps il est récupéré par la société qui utilise ce qu'il dit, organise les réseaux d'égouts et réforme et maintient son pouvoir. Donc il joue un rôle très positif. Mais quand par exemple Illich dit, ce qui paraît complètement faux, que le médecin n'a joué aucun rôle pour la tuberculose,
parce que c'était guéri avant. C'est parce que c'était guéri avant par le médecin qui a été le fond. C'est lui qui a dit qu'il fallait installer l'hygiène au XIXe siècle. Nous parlerons dans la prochaine émission de l'avenir de la médecine et on ne va pas y entrer aujourd'hui. Nous allons rester sur cette partie de l'histoire de la médecine dépassée, c'est-à-dire celle qu'on ne reverra plus jamais. Mais enfin, tout de même un mot pour le médecin. Aura-t-il toujours sa place dans la société ou va-t-il mourir? Parce qu'il y a une partie de votre livre qui s'appelle « Mort du médecin ». Oui, on verra ça en détail dans 15 jours, mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le médecin n'est pas le guérisseur éternel, n'est-ce pas? Il a commencé, et l'image qu'on a aujourd'hui du médecin, elle date de 1880. Il n'y avait rien de tel avant. Enfin, les grands souvenirs qu'on a des médecins aujourd'hui, comme si ça avait toujours existé, c'est faux. Bon. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a des guérisseurs avant lui qui ont disparu, et que donc, comme il est né à un moment, il y a des bonnes raisons de penser qu'il va mourir, comme chaque personne et chaque civilisation. Je pense qu'il est important de comprendre que ce qui s'est passé plusieurs fois, à savoir qu'un système de guérison, avec une désignation du mal qu'on sépare, qui était d'abord le péché, puis ensuite les pauvres, puis la maladie et la pauvreté, eh bien ça va changer une fois de plus. Et que c'est le principal enjeu de la crise actuelle, que ça change. Ça ne veut pas dire que le médecin va disparaître en tant que personne physique, mais ça veut dire que dans les deux formes de sociétés différentes qu'on peut imaginer, une société industrielle ou une société plus humaine, eh bien de toute façon son rôle n'aura rien à voir à ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, nous avons fait cette première analyse. Catherine Dolto, qu'est-ce que vous a inspiré ce que vient de nous dire Jacques Attali? Est-ce que d'abord ça vous a révulsé, vous qui êtes médecin? Non, moi ça m'a pas révulsé, non seulement ce qu'il a dit, mais son livre, ça m'a tout à fait passionné. Parce que dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il nous raconte toute l'histoire de l'humanité, enfin plutôt centrée sur l'Europe, mais à travers la médecine et la santé. Qu'est-ce qui se passait pour la santé des gens à telle époque? Et ça, c'est tout à fait passionnant et ça n'a jamais été fait. Et on s'aperçoit, c'est une grande leçon de modestie, je trouve, pour tout le monde et pour les médecins aussi, on s'aperçoit que l'idée qu'on a de la santé et de la médecine maintenant, dont on a l'impression que ça a toujours été comme ça, c'est quelque chose d'extraordinairement récent. Et je voulais vous demander si, avant d'écrire le livre, vous étiez rendu compte à quel point la santé, c'était quelque chose qui était l'axe de toute une organisation sociale? Non, pas du tout. J'ai commencé à réfléchir sur ce livre à partir d'une réflexion sur la crise économique actuelle. Et ensuite, j'ai commencé à enquêter, à regarder un peu ce qu'étaient les sociétés primitives. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en effet, le cœur de l'organisation des sociétés, c'était la maladie. Et pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre a posteriori, c'est que la maladie, c'est la forme première de la violence. Et qu'une société, ça n'est jamais autre chose qu'une façon d'empêcher la violence. Une société par rapport à une anarchie, c'est un groupe humain capable de gérer la violence, disons, pour qu'elle ne détruise pas tout. Donc il est normal de retrouver la maladie au cœur de l'organisation sociale. Et toute organisation, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit policière, qu'elle soit économique, comme celle dans laquelle le médecin s'inscrit, fondamentalement s'inscrit dans un rapport à la maladie, c'est-à-dire à la violence. Donc il était normal, au fond, de retrouver la maladie comme le fil conducteur de toutes les organisations humaines. Oui, il y a une chose... Bonsoir. Nous parlons de médecine à nouveau aujourd'hui avec Jacques Attali et nous en parlons à l'occasion de la sortie de son livre « L'ordre cannibale » publié chez Grasset. Au cours d'une première émission, nous avons vu d'où venait la médecine. Aujourd'hui, nous allons voir où va la médecine. Et nous allons le voir dans une ambiance un petit peu spéciale. Nos maquillages sont blancs, sont un peu tristes. Et nous sommes dans une ambiance qui n'est pas franchement gaie, avec ce squelette d'enfant, avec ces caducées qui menacent de s'effondrer, avec cet oscilloscope qui montre que peut-être un jour, la médecine sera totalement transistorisée et que les médecins auront cessé d'exister, ils seront remplacés par des machines. Jacques Attali, vous nous avez donc montré, dans un premier temps, d'où venait la médecine. Vous nous avez dit que, sans doute, le cannibalisme, à l'origine, représentait un acte en quelque sorte médical, puisque manger les morts empêcher leurs âmes de venir tourmenter les vivants, de leur donner le mal, de les rendre malades. Et puis, nous allons voir quelques images qui vont nous montrer ce que vous appelez les différentes métaphores de l'activité médicale. D'abord, les prêtres qui ont soigné les malades, qui se sont fait les intermédiaires des malades auprès des dieux. Et puis, après les prêtres, les policiers qui, au cours des épidémies,
ont séparé les bien portants des malades, en mettant les malades dans ce qu'on appelait les hôpitaux, qui étaient des léproseries, des maladreries. Et puis enfin, troisième métaphore de l'ordre médical, ou de l'ordre cannibale plutôt, apparaissent les médecins, tels que nous les connaissons aujourd'hui, examinant les malades et cherchant à séparer au sein d'une même personne ce qui est bon de ce qui est mauvais en les traitant. Bien, nous en sommes toujours là aujourd'hui. Mais vous le dites, tout ça ne durera pas et même tout cela a commencé à changer. Alors, aujourd'hui, dans la médecine qui est celle que tout le monde connaît, qu'est-ce que vous voyez comme point qui annonce l'avenir et qui vous fait peur? Deux choses. D'abord, le fait que le problème de la santé est au cœur des débats sur la crise économique. Et le fait que la santé coûte cher fait que les sociétés industrielles vont trouver une nouvelle réponse pour faire en sorte qu'elle coûte moins et qu'elle pèse moins sur la rentabilité économique. Or, il est clair qu'en logique économique, la bonne réponse économique serait de remplacer le médecin qui coûte par des machines qui rapportent. Oui. Et deuxième élément, le médecin lui-même, dans son activité actuelle, est de plus en plus fasciné par la machine. Il consacre de moins en moins de temps au malade, il est jugé par le malade et il se juge un peu lui-même en fonction du nombre de médicaments qu'il prescrit et des analyses qu'il ordonne, ce qui fait qu'il conduit peu à peu le malade vers la voie d'un comportement quantifié, ayant confiance uniquement à des chiffres et donc à des machines. Ce qui fait Alors, je me permets de vous interrompre pour d'abord présenter Catherine Dolto, qui est dans un coin, qui prend des notes et qui, médecin généraliste, interviendra tout à l'heure sur le plateau pour redire quelle est son approche personnelle du problème dans son activité quotidienne. Mais alors, je voudrais, Jacques Attali, vous poser une question maintenant, qui est celle-ci. Dans ce que vous décrivez, le médecin environné de machines et y croyant, et je puis témoigner que c'est vrai et que c'est la réalité quotidienne de la médecine aujourd'hui, vous voyez, ce lapsus est significatif, je dis la machine à la place de la médecine, eh bien, qui est coupable? L'industrie qui suréquipe les médecins ou les médecins qui se laissent suréquiper? Je dirais ni l'un ni l'autre, mais si j'avais à choisir, je dirais plus l'industrie que le médecin. Ni l'un ni l'autre parce que c'est ça qui est fascinant. C'est une société de connivence dans laquelle nous sommes. Tout le monde croit avoir intérêt à cette évolution. Le médecin, parce qu'il pense qu'ainsi il va préserver son prestige, puisqu'il sera entouré de machines. L'industrie, parce qu'elle pense qu'elle fera des profits. Et le malade potentiel que chacun d'entre nous est, qui pense qu'ainsi il va espérer à davantage d'éternité. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde, comme j'ai essayé de le faire, chacune des étapes de l'évolution du mal dans les années qui viennent, tout semble se passer comme si chacun des pas de l'évolution était un progrès, mais en fait l'aboutissement est abominable. Et c'est ça qui est absolument terrifiant dans cet engrenage, c'est que ça paraît mieux à chaque fois, mais qu'au bout c'est affreux. Oui, vous me faites penser à l'expression qui dit nous allons au bord du gouffre, mais je vais vous faire un grand pas en avant. Voilà. C'est un petit peu ce qui risque de se produire. C'est quelque chose comme cela. Ce qui est frappant, c'est que il me semble que cette évolution de la médecine vers sa mort, et au fond elle est mortelle peut-être parce qu'elle est née un jour et qu'elle n'est pas éternelle, se passe en trois étapes, qui sont déjà présentes dans notre vie quotidienne, mais qui me semblent s'organiser l'une après l'autre. Et qui débouche au bout du compte, dans l'éternité, disons, vers l'organe artificiel, d'abord électronique, puis génétique. Mais d'abord, dès aujourd'hui, la première phase de cette évolution, c'est le fait qu'on va faire que chacun des hommes, bien portants ou malades, soit en quelque sorte façonné par un modèle de comportement idéal à imiter. Oui, ça c'est très original dans ce que vous dites, et c'est aussi là, comme ça que c'est en train de se passer, c'est-à-dire que le rôle du médecin était de tout temps de soulager la douleur, retarder la mort, c'est-à-dire finalement de soigner les malades, pas de tout temps, depuis 200 ans, oui, 2 siècles. Et maintenant, on s'aperçoit, comme vous le dites dans votre livre, que l'important est de repérer ce qui pourrait être des déviants par rapport à un ordre de santé bien établi. C'est-à-dire que l'on cherche un certain nombre de personnes qui pourraient devenir malades et on veut leur éviter de devenir malades. Alors, dans le sens le plus noble du terme, c'est la prévention. Et dans le cadre de la perversion technologique de la médecine quotidienne, c'est tout un tas de machines qui surveillent et qui enrégimentent Exactement. les futurs malades. Exactement. On définit, n'est-ce pas, non plus la maladie comme étant la douleur qui risque d'entraîner la mort, mais comme le risque d'être un jour en situation de devenir malade. Et la grande angoisse qu'on aura, ce ne sera plus l'angoisse liée à la douleur, mais c'est l'angoisse en amont de la douleur, celle qui peut conduire un jour à avoir de la douleur. Et ce qui va produire une demande formidable, au sens économique, de machines, comme, disons, le thermomètre et la balance sont le premier signe simple, mais de machines comme l'électrocardiographe, l'électroencéphalographe, et un ensemble d'autres machines qui amèneront, non pas au niveau seulement du cabinet médical, mais de chacun d'entre nous chez lui,
à vouloir consommer les moyens de se soigner, les moyens de prévenir la douleur. Et ça, Ah oui. c'est les premières machines Ça, que j'appelle d'autosurveillance qui vont nous je sais environner. qu'une grande firme est en train de préparer une machine, et j'en aurai sans doute un exemplaire dans l'hôpital où je travaille d'ici quelques mois, dans lequel il suffit de se mettre devant la machine, de faire cela. La machine envoie un rayon sur les vaisseaux, les petits vaisseaux de la conjonctive. Et sans qu'il y ait la moindre ponction sanguine, dans les 3 minutes, un ordinateur donne toutes les caractéristiques du gaz, des gaz du sang, des substances, des métaux, de tout ce qui peut être présent dans le sang. Moi, ça me rend plein de frayeur, parce que je sais que ce n'est pas en mesurant les gens à longueur de temps qu'on va leur permettre de vivre heureux. Au contraire, on induit une angoisse fantastique. C'est ça. Mais ça, la médecine y a conduit, parce que le principe de la médecine clinique, c'était bien de séparer l'homme de ses organes et de ne soigner que les organes humains. Exactement. Et c'est en cela que la médecine, en quelque sorte, a préparé ce retour au cannibalisme industriel. Parce que ce qui est frappant, c'est que ceci n'est qu'une première étape. On va avoir d'abord des objets pour surveiller, mais ensuite, les objets ne se contenteront pas de surveiller, ils soigneront. Prenons un exemple, celui du diabète, ce qui est assez fascinant. Bon, il est clair que dans 2 ans, on aura des petites machines qui auront la taille d'une montre, qui permettront de surveiller le niveau d'équilibre Du sucre du sang, sucre hein. dans le sang, mais que très vite, dans les 2 années qui suivent, on le sait maintenant parce que j'en ai vu des prototypes, dans le même appareil, de la même taille, eh bien, il y aura les produits chimiques capables de réguler le comportement, c'est-à-dire qui éviteront cette manœuvre artisanale qui est la double piqûre d'insuline quotidienne. Et donc, du passage, on passe très facilement de la surveillance à la guérison. Et qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de pancréas artificiel. Oui. Bon. Et donc, ceci peut se trouver dans un très grand nombre d'autres fonctions. Et alors, ce qui est frappant, c'est que... Mais dans le cas du diabète, c'est un progrès, ça. Mais Pour un certain nombre de diabétiques. ce qui est frappant, c'est que c'est partout un progrès. Oui. C'est toujours un progrès. Mais c'est que le grand problème qui est derrière ça, c'est qu'à sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. Expliquez-nous ça. Eh bien, chacun de ces progrès, et au bout, la 3e étape, c'est l'organe artificiel génétique. Et derrière les manipulations génétiques actuelles, il faut bien voir qu'elles ne sont pas tombées en l'air comme ça de n'importe où. Elles sont dans la suite de la réflexion sur l'autosurveillance dont on vient de parler, de l'organe artificiel électronique. Elles sont l'organe artificiel génétique. Et d'ailleurs, la Absolument. langue de la génétique, c'est la même que la langue de l'informatique. Exactement. C'est le On même parle de type code, exactement, c'est ce que... c'est le même type de Ouais. comportement. Donc, ceci est un aboutissement qui est quoi comme aboutissement? Le fait qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains, avec une durée de vie un peu comme les objets, n'est-ce pas? Une lampe, elle a une durée de vie déterminée, qui est sa nécessité économique, ou une télévision, ou un objet de ce genre. Eh bien, au lieu de réparer l'homme, on va le produire sain. Or, il est évident que dans la mesure où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets. Il est produit, il a une durée de vie, il est façonné par l'homme. Or, il me semble, d'un point de vue philosophique général, qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme. Oui, exactement. Il est une machine, Ouais. puisqu'il est façonné. Donc, c'est ça où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme qui n'est plus un homme. Alors, à cela, moi, je voudrais ajouter une réflexion médicale. Moi, je souscris à toutes vos analyses, et en particulier, dans un livre qui s'appelait Les Malades, j'avais bien écrit que c'était la faute à tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais il y a une faute aussi, qui, je crois, est bien perçue par les médecins qui réfléchissent un peu à ces problèmes. C'est que la matière vivante n'a rien à voir avec la matière solide. Et quand on prétend réguler le diabète ou réguler le taux du cholestérol, finalement, on joue un peu les apprentis sorciers. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, avec les découvertes qui viennent de faire sur le cholestérol, ça fait la 3e fois que je vois changer, depuis que je suis médecin, la mode sur le cholestérol. C'est-à-dire que l'approche du cholestérol en trop dans le sang est vécue d'une façon tout à fait différente et entraîne des prescriptions tout à fait différentes. Ce qui montre qu'à l'heure actuelle, ce que l'on contrôle, ou ce que l'on croit contrôler, c'est une compréhension absolument partielle de l'être humain, et qu'on ne peut pas imaginer, même avec des progrès faramineux, que l'on comprendra dans les siècles à venir la totalité du fonctionnement humain. Donc, si vous voulez, c'est là que l'appareil est générateur de faux espoirs, à mon sens, parce qu'il fait des progrès, mais ces progrès, vus d'un point de vue médical, ont des retombées terribles. Et alors là, on revient un peu à Ivan Illich, qui a dit que l'industrialisation allait apporter plus de mal qu'elle ne guérira de patients, et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça fait un petit peu peur, les soi-disant progrès. Alors, Jacques Attali, moi je vous renvoie à une chose. Que devient la liberté dans tout cela? C'est un problème important, la liberté humaine. Vous avez dit l'homme fabriqué par l'homme n'est plus l'homme. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible.
c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Alors, je voudrais maintenant vous poser une question. René Dubos, avec lequel j'ai écrit un livre récemment, et qui est l'inventeur des antibiotiques, un très grand penseur sur les sciences humaines, sur la place de l'homme dans la société, et qui s'intéresse beaucoup au problème de l'adaptation, et qui dit, lorsque l'on coupe une branche à un arbre, la branche ne repousse pas, mais l'arbre redistribue ses branches pour que tout marche bien. Et il disait, je n'ai pas retranscrit fidèlement la phrase, je l'ai un petit peu modifiée, mais il m'a dit, pendant que nous faisions le livre, l'avenir de la médecine, ce n'est pas d'inventer un machin qui permette de remplacer un organe défaillant, c'est d'apprendre à l'organisme à fonctionner sans cet organe lésé. Ça va bien entendu tout à fait à contre-courant de tout ce qui se passe, mais je me demande aussi si les progrès biologiques ne peuvent pas faire que tout d'un coup, on apprenne à mieux utiliser les potentialités qui sont énormes de l'organisme et qu'on ne peut pas, par le progrès scientifique, renvoyer un petit peu à l'extérieur la technologie, les appareils. Pensez-vous que ce soit possible? Je pense que c'est véritablement le grand choix de société que la médecine masque. Enfin, disons qu'elle dévoile plutôt. C'est d'un côté une société industrielle, technologique, qui à chaque problème trouve une solution qui est une machine, n'est-ce pas? Pour prendre un exemple simple, à l'alcoolisme, on trouvera comme réponse la greffe du foie ou le foie artificiel, plutôt que de s'intéresser aux raisons sociales pour lesquelles l'alcoolisme se développe. Et un autre type de solution qui serait de s'intéresser aux causes fondamentales et de faire en sorte d'accepter les hommes dans leur diversité. D'accepter que chacun ne soit différent de l'autre et qu'au fond, chacun pense pour lui-même ce qui est la définition de son état normal et anormal. L'équation que l'on prend souvent pour les hommes en disant 1 égale 1, c'est-à-dire un homme égale n'importe quel homme, vous paraît donc quelque chose de tout à fait rejetable. Il faut bien comprendre que les concepts ne sont pas simples. L'égalité, si elle est uniformité, est haïssable. Par contre, l'égalité comme canal d'accès au droit à la différence est nécessaire. Voilà. Je voudrais maintenant vous poser une question autre, partie d'une réflexion de Lewis Thomas. Lewis Thomas est actuellement la coqueluche des Américains, car il a écrit plusieurs livres. C'est un très grand chercheur, qui est directeur du plus grand centre de recherche sur le cancer à l'heure actuelle, qui a beaucoup vu de spécialités au cours de sa vie. Il a écrit un livre qui existe en français, qui s'appelle Le bal des cellules, et dans une de ses réflexions, il dit ceci. Il dit finalement, il y a 3 types de médecine. Il y a la médecine d'assistance pure, qui concerne le médecin qui s'occupe de ses malades et qui prend en charge leur angoisse. Bien. Ensuite, il y a la médecine qui fait appel à la technologie, la médecine intermédiaire. Ou alors là, plus on fait de médecine, plus ça coûte cher. Et elle est généralement peu utile, car elle ne fait que retarder les choses ou les améliorer. Puis il dit, il y a la médecine de très haute technologie, qui est par exemple la vaccination. Et il dit, lorsque la médecine arrive au point de perfection, elle est extraordinairement peu coûteuse et elle peut être appliquée à tout le monde. Alors, moi je vous pose la question, dans l'évolution de la médecine, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu décourager les médecins et expliquer au public que finalement dépenser des centaines de milliards pour prolonger quelques malheureux qui souffrent horriblement, ce n'est peut-être pas cela, et que peut-être avec les crédits de la santé, il y a mieux à faire que cette débauche d'appareils et de technologies finalement relativement peu utiles. Vous avez parfaitement raison. Il faut bien concevoir que dans la plupart des pays industrialisés, la moitié des dépenses de santé sont consacrées aux 2 dernières semaines de vie. Autrement dit, c'est un chiffre extraordinaire. Ça me paraît résumer l'essentiel du problème. Autrement dit, si nous avions une autre attitude à l'égard de la mort, il est clair que nous pourrions avoir une autre attitude à l'égard de la santé. Car au fond, la plupart des hommes ont une vie aliénée, grise, sans intérêt,
Et notre société fait tout pour faire en sorte que la seule obsession des hommes, c'est d'avoir quelques mois ou quelques semaines de plus de cette vie grise, aliénée et sans intérêt. Alors qu'en fait, si nous cessions d'avoir cette fascination, et si, dès l'enfance, les hommes étaient préparés à accepter la mort pour ce qu'elle est, à savoir quelque chose d'indépassable, eh bien peut-être pourrait-il très vite consacrer les sommes qui sont consacrées à cette fiction de la consolation de la mort et de l'éternité, à faire que la vie cesse d'être grise, aliénée et exploitée. Et en quelque sorte, je crois que la meilleure façon de changer la médecine, de changer la santé, et de changer la vie des hommes, serait peut-être de cesser de vouloir enchaîner la mort et faire qu'elle ne gêne plus pour vouloir consacrer ces mêmes efforts à libérer la vie. Je vais vous montrer, avant que nous passions la parole à Catherine Dolto, 2 documents. Le premier représente Descartes. Et sur ce portrait de Descartes, peint par Frans Hals, on voit tout ce que la connaissance scientifique peut imposer au regard d'un homme, c'est-à-dire cette absolue conviction de savoir que la vérité est au bout du regard. Et puis, d'un autre côté, pour voir l'image suivante, on voit un médecin, qui est un médecin gravé par Rembrandt et qui est en visite à l'intérieur d'une maison. Et ce médecin, qui était un médecin très savant de l'époque de Rembrandt, est à l'intérieur de la maison. Et en même temps que l'on sent qu'il a des certitudes qu'il habite, on sent aussi qu'il prend dans son ensemble la situation. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est comprendre le malade dans son milieu et prendre en charge l'angoisse de toute la famille. Est-ce que vous pensez, à partir de cela, que l'on va avoir des Descartes bâtissant des appareils ou qu'il y a encore une place pour le médecin? Toute la question est la question de la façon dont nos sociétés vont penser leur rapport à la mort. Je pense que dans une société qui est dans l'axe dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est Descartes qui va l'emporter. Avec l'horreur, parce que Descartes était je dis très simplement, pour parler court, une fausse valeur. Il n'a rien trouvé d'important. Celui qui a trouvé quelque chose d'important à côté de lui, c'était Pascal, même en sciences, n'est-ce pas? Toute la pensée scientifique de Descartes était une absurdité, tandis que la pensée scientifique de Pascal dure encore aujourd'hui dans notre savoir mathématique. Donc Pascal, le rôle du médecin n'est pas terminé. Si nos sociétés restent humaines, oui. Si nos sociétés restent humaines. Alors, nous allons demander à Catherine Dolto d'intervenir maintenant dans le débat. Jacques Attali, moi aussi, je suis tout à fait enthousiasmée par votre analyse, mais en même temps, je suis tout à fait terrifiée par ce que vous développez, d'autant plus que moi, dans ma pratique quotidienne de médecin généraliste, j'ai la preuve, chaque jour, qu'une autre façon, c'est-à-dire plus de temps et une autre qualité de travail, permettent de travailler tout à fait bien avec très peu de machines, quelques machines. Et j'espère que ce que vous prédisez ne se réalisera pas. Il y a une chose qui m'a un peu frappée dans votre dialogue avec Jean-Paul Escande tout à l'heure, c'est que vous avez parlé de la maladie, mais comme s'il n'y avait que des maladies comme réelles, et vous n'avez absolument pas parlé de tout ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques et de tout ce que nous voyons nous quotidiennement en majorité, c'est-à-dire un mal de vivre qui se déguise en maladie. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il y a dans votre nouveau système? Ça disparaît? D'abord, n'est-ce pas, pour être clair, ce que j'annonce n'est pas du tout ce que je souhaite. C'est ce que je crois à peu près inévitable dans l'évolution industrielle. Et la seule façon d'éviter que ça ait lieu serait que se renforce complètement un système de pouvoir qui voudrait lutter contre cette société industrielle. Donc c'est véritablement en termes de rapport de pouvoir que les choses se passent. Pour ce que vous appelez les maladies psychosomatiques, la société industrielle aura aussi des réponses, qui consisteront certainement aussi, là encore, à faire sortir ce type de maladie du cabinet du médecin, soit par des drogues. Et quand on voit les prospectives technologiques que j'ai vues et analysées en détail des grands laboratoires pharmaceutiques, on se rend compte que l'essentiel des marchés sur lesquels ils travaillent sont les marchés de l'angoisse, de la peur. C'est-à-dire l'essentiel des marchés des maladies psychosomatiques. Nous allons vers une société complètement terralénisée, c'est-à-dire où se développera plus encore qu'aujourd'hui l'habitude de la drogue. Au-delà de cela, il existe une potentialité de machines électroniques rendant compte et pouvant satisfaire ce type de maladie, soit réellement par des machines de diagnostic psychanalytique qui dialogueront avec le malade potentiel, qui permettront de se substituer au médecin dans le dialogue en y consacrant du temps, soit des machines même dont j'ai vu l'esquisse, qui sont des machines qui électroniquement jouent le rôle de la drogue, c'est-à-dire se brancheront sur les centres nerveux du plaisir ou de la douleur, pour créer les conditions d'une sérénité, d'une angoisse programmée, ou même de la jonction de l'un et l'autre, car il est bien connu en art, comme en maîtrise des foules, que la meilleure façon de créer du plaisir, c'est de le faire précéder d'une douleur.
Mais il y a là toute une société qui se prépare industrielle, qui prendra à son compte les maladies psychosomatiques et qui fera en sorte que cette peur-là aussi soit satisfaite par un objet vendu en grande série. Mais alors à vous entendre, on dirait que le progrès irait vers une société qui annulerait le problème de l'angoisse, qui dominerait le problème de l'angoisse. Par une société qui répondrait à l'angoisse comme à chacune de ses autres peurs par un objet vendu sur le marché. Prenez le problème de la propreté, par exemple. La propreté est un phénomène très récent, la peur de la saleté. C'est une notion qui apparaît seulement vers les années 20. La saleté est quelque chose de méprisable à partir des années 20. Et il se trouve simplement que vers les années 35-40, on invente la machine à laver. Ce n'est pas la seule solution au problème de la saleté, à la peur de la saleté et à l'angoisse du fait d'être sale. Il se trouve que c'est la principale réponse que la société lui a donnée. Et puis je pense que pour l'angoisse, ça va fonctionner de la même façon. À l'égard de l'angoisse, la société industrielle produit une peur et en même temps une façon de rassurer devant la peur. C'est toujours comme ça qu'une société fonctionne. Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues, les machines à consoler et ensuite les machines à produire du plaisir. Nous allons vers une société en quelque sorte masturbatoire, si je peux employer un mot aussi excessif. C'est-à-dire qui va donner à chacun la possibilité d'un plaisir totalement individuel avec des objets industriels. Oui, vous avez dit tout à l'heure que la médecine n'était peut-être pas éternelle. Alors, est-ce que vous voulez dire que ce sont les médecins qui ne sont pas éternels, c'est-à-dire que quand les gens se sentiront malades, ils iront dans un endroit où il y aura des machines pour les aider, ou est-ce que c'est la médecine elle-même, c'est-à-dire le fait de quand on est malade, on se soigne, qui disparaîtrait? Non. Je pense que le rapport au mal va être éternel et que les médecins eux-mêmes vont être éternels. Simplement, le rapport du malade à la maladie ne passera plus directement par le médecin. Les médecins seront, comme dans une activité industrielle comme les autres, en partie dans les entreprises industrielles qui produiront ces machines, en partie producteurs de ces machines. On les verra à la télévision vanter les brevets de ces machines, un peu comme les chanteurs viennent chanter à la télévision pour vendre des disques. Eh bien, les grands professeurs viendront à la télévision pour parler de leur qualité, mais en fait pour vendre les machines qui porteront leur nom. Et puis il y aura des distributeurs, des médecins de base qui seront distributeurs, qui conseilleront l'achat de telle ou telle machine. Et les gens auront les machines chez eux. C'est très important, c'est que les machines, on n'ira pas les consulter quelque part. Elles seront tellement miniaturisées qu'on les aura chez soi et qu'on passera son temps à être tellement angoissé qu'on les utilisera. Et donc les médecins, le mot médecin disparaîtra à mon avis pour une catégorie très générale, bio-ingénieur, mais qui ira de l'OS jusqu'à l'inventeur et au PDG. Mais de façon extrêmement banale, comme l'est aujourd'hui l'industrie de l'automobile ou celle du disque. Justement, les machines, dans votre livre, et puis tout à l'heure, vous avez parlé de prothèses. Et pour nous, les prothèses, habituellement, c'est un bras artificiel, une jambe artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça pourrait être, ces prothèses? Ce sera trois choses en 3 temps successifs. D'abord, ce sera des moyens de surveiller le corps, un peu dont le thermomètre ou la balance constitue le balbutiement. Et on aura des prothèses de surveillance, des moyens de surveillance comme individuellement, chacun pourra avoir des électrocardiographes, des électroencéphalographes, des moyens de surveillance des ondes du cerveau pour surveiller la tension nerveuse. Tout ça existe déjà. Mais ils sauront les lire? Mais c'est très facile. Il suffira d'une programmation qui est déjà faite d'ordinateur pour donner une lecture au moins aussi correcte que la plupart des raisonnements simples qu'on peut faire sur ce type d'appareil. On en aura d'autres pour surveiller la tension artérielle, le rythme cardiaque et le comparer aux paramètres normalisés. Et justement, comme ça conduit à une comparaison à des paramètres normalisés, ça conduit peu à peu à des prothèses plus complexes, qui sont des prothèses de régulation, c'est-à-dire des organes artificiels, comme on parlait tout à l'heure à propos du pancréas, ou comme le pacemaker est le premier exemple, qui est une prothèse artificielle d'une certaine fonction du cœur. Et puis on pourra aller encore plus loin, et c'est la 3e étape avec la génétique, qui donnera des prothèses vivantes. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que la vie produite artificiellement devient une prothèse elle-même. Vous avez l'air de donner une place négative à la prévention. Non. Je ne donne pas une place négative. J'ai le sentiment que la prévention est absolument fondamentale. Il est certain que c'est là que se situe le cœur de la réduction des dépenses de santé. Mais il y a plusieurs façons de répondre au problème de la prévention. Une première serait de transformer radicalement notre mode de vie, de faire en sorte que nous n'ayons plus la possibilité de créer par les transports ou par le logement, par les rapports de pouvoir dans nos sociétés, un mode de vie pathogène. Mais la seconde, c'est de développer la prévention en disant soignez-vous vous-même, surveillez-vous vous-même, et en développant une telle angoisse qu'on ne fasse par la prévention que développer un formidable marché pour ces objets-là, et non pas transformer la société. Bien, eh bien écoutez, je crois que nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Je dois dire que l'analyse de Jacques Attali ne doit pas être vue comme un pessimisme voulu,
mais comme l'analyse objective de ce qui est en train de se mettre en place. Cela dit, l'histoire nous prouve que les hommes, toujours, savent s'adapter et qu'avant de faire le dernier pas au bord du précipice, ils reculent, attendent et se mettent à l'abri. Espérons que cela sera et remercions Jacques Attali de nous avoir donné cette analyse qui nous permettra de faire le pas en arrière au moment où il le faut. Bonsoir, merci.